birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gabrielle. Happy birthday to you. C'est parti pour à peu près 25 ou 26 km jusqu'à Outeiro. Aujourd'hui, le temps s'annonce beau, même s'il y a un petit vent frisqué. Et pour bien commencer la journée, arrêt au bar. Aujourd'hui, l'étape va se dérouler principalement sur du bitume, comme jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Salut les chats! Je vous ai pris pour des statues de pierre. Ah bah il y a quand même des bouts de chemin dans les bois. Ce matin on a fêté l'anniversaire de Gabriel. Pas Gabriel l'allemand, mais un autre Gabriel qui est anglais. Et que j'avais vu la première fois à Grandra de Moreruela, c'est-à-dire là où débute le Camino Sanabres. Donc, bon anniversaire Gabriel! Bien, si nous continuons avec nos Wisigoths. Valia, le roi wisigoth, est mort, et c'est Théodoric Ier qui lui succède. Il établit la capitale de son royaume en 418 à Toulouse. Ce sera le début du royaume de Toulouse. Je ne détaillerai pas toute la biographie de Théodoric Ier, parce que ça nous emmènerait un peu loin. Et si je fais ça pour chaque roi wisigoth jusqu'à l'invasion de l'Hispanie par les musulmans, je vais être obligé de faire demi-tour à Saint-Jacques-de-Compostelle et de retourner à Séville. Rappelons qu'à cette époque, la Gaule est toujours romaine. Théodoric s'entend donc avec les riches propriétaires terriens gallo-romains. L'ordre social est préservé et le roi en profite pour édicter un code régissant le fonctionnement de son royaume. En gros, quelque chose d'un peu plus structuré que qu'est-ce qu'on fait ce matin, où est-ce qu'on va, qui est-ce qu'on défonce et qu'est-ce qu'on pille. Là, je viens de passer un pont qui date du XVIe siècle et qui a été construit pour faciliter le passage du Rio Toxa par les pèlerins. Merci, ça m'arrange bien. De loin dans l'ombre, je l'avais pris pour un lièvre.
Ah bah un flippa, j'ai pas de transformer en civet. Ça faisait depuis la Meseta que j'avais pas vu de cigogne. Bien, reprenons avec Théodoric. En 422, Théodoric participe à une campagne de reconquête de l'Ibérie, qui est occupée par les Vandales dont j'ai cité les peuples hier. Et à ce titre, il est à égalité avec les Romains. Il y a l'armée romaine d'une part, et puis les troupes autonomes des Wisigoths d'autre part. Ce qui veut dire que pour entamer une bataille, il faut l'accord des deux. Tout se passe relativement bien jusqu'au jour où il faut attaquer les Suèves. Les Romains sont chauds pour y aller. Par contre, les Wisigoths, le cassoulet est en train de refroidir à Toulouse. Puis ça fait un moment qu'on est en Ibérie. On aimerait bien rentrer chez nous. Le général romain décide d'attaquer sans l'accord des Wisigoths. Et forcément, ils se prennent une défaite cuisante pendant que les Wisigoths sont allés réchauffer leur cassoulet. La suite, après la côte. Je ne me souviens pas avoir vu autant de porcheries dans la partie nord de la Galice que j'avais traversée il y a 3 ans. Bien, après cette second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste 17 km à faire. Et devant, c'est Mario et Sylvia qui sont partis de Séville aussi, avec qui on se retrouve régulièrement aux étapes. Bien, poursuivons avec Théodoric. En 436, Théodoric fait le siège de Narbonne, dont il s'emparera et qu'il tiendra pendant 1 an, avant de retourner à Toulouse, poursuivi par les Romains. Cela ne plaît que moyennement à l'Empire romain d'Occident, et en 439, Litorius, qui est le second Dacius généralissime de l'Empire romain d'Occident, décide d'attaquer Toulouse, appuyé par des Huns. Je croyais que les Huns, ils ressemblaient l'Empire romain. Enfin, tout le monde se mélange avec tout le monde. Enfin, c'est le bazar. Face aux Romains et surtout face à la cavalerie 1, les Wisigoths n'emmènent pas large. Théodoric convoque son conseiller. Dites-moi, mon petit Ericsson, ils sont quand même impressionnants ces 1. On ferait peut-être bien de négocier une trêve. On signe la paix, on leur file quelque chose en échange, et puis on en reste là. Vous croyez pas? Écoutez, sire, on peut peut-être essayer. Mais vous craignez les 1 tant que ça? Écoutez, moi, j'ai pas envie de troquer le cassoulet et le vin de Bordeaux contre la viande boucanée sous une selle de cheval et le lait de jument fermenté. Et si on envoyait l'évêque? L'évêque, sire, mais pourquoi faire? Bien, pour négocier la paix. On l'envoie en tant qu'ambassadeur. On peut toujours essayer, sire, mais qu'est-ce qu'il va faire l'évêque
les convaincre à grands coups d'encensoir. Et vous savez, les cavaliers en ville, c'est un peu comme les chars de combat dans un combat de rue. C'est pas vraiment efficace. Les chars de quoi? Laissez, c'est une idée qu'a eu un de mes ancêtres quand on était en Dacie. L'évêque d'Auch part donc négocier avec Litorius en vain. Et ce dernier, sûr de la force de ses troupes auxiliaires 1, attaque Toulouse. Bien imprudemment, parce que finalement, c'est un là, c'est 0. Litorius se fait capturer et il est exécuté. La routine. La suite, après la côte. La vache, il fait chaud. Théodoric sauve ainsi son trône et finit par signer la paix avec Aëtius, qui est le préfet des prétoires de la Gaule, en gros le patron de la Gaule. Aëtius épousera une fille de Théodoric II en 3e noces, pour sceller ainsi ce traité, et il donne aux Wisigoths la Novem Populani. La Novem Populani, ça correspond en gros à un gros quart du sud-ouest de la France. En fait, tout ça, c'est un peu la routine. On pille, on se bat, on s'étripe, petite exécution par-ci par-là, et puis on se marie. Enfin, quand je dis on se marie, pas sûr qu'à cette époque, la dame soit toujours d'accord. Je me demande, et si on envoyait Sandrine Rousseau à l'époque des Wisigoths? Oh là là. Ils entameraient leur migration, mais dans l'autre sens, et ils se retrouveraient sur les bords de la Vistule. Oui, bon, je filme le sommet des arbres, mais on va appeler ça le cinéma d'arrêt d'essai, ou le cinéma financé par le CNC. Où tu as intérêt d'aller dans une salle avec des bons fauteuils, sinon t'es tout courbaturé quand tu te réveilles. En parlant de mariage, d'ailleurs, Théodoric n'hésite pas à marier ses filles à un petit peu n'importe qui. Il veut marier, par exemple, sa fille à Hunéric, qui est le fils du dirigeant vandale Jean Séric. Sauf qu'Hunéric n'est pas vraiment intéressé. D'abord, la fille de Théodoric, c'est pas son type, puis surtout, il ambitionne de se marier avec Eudocie, la fille de l'empereur Valentinien III, avec qui il avait d'ailleurs été fiancé lorsque son père avait scellé un accord avec l'empereur. Du coup, au lieu de dire non à l'église, comme tout bonhomme normalement constitué, il accuse la fille de Théodoric de préparer son assassinat. Et en 443, il la mutile en lui coupant le nez et les oreilles. Ah bah bravo. Voilà un endroit super sympa où faire une pause. El tema, no tengo ni idea. Oh, por favor. No, a mí me queda poco, ¿eh? Yo creo que me quedan 3.
Eh bien cette pause était super sympa. J'y suis bien resté une bonne demi-heure. C'était un donativo, jus d'orange, des tartines, huile d'olive, jambon. Enfin bref, c'était bien cool. Combien de kilomètres me reste-t-il à faire aujourd'hui? En fait, je sais pas. Ou 2 ou 3, ou 7 ou 8. Tout dépendra de la décision que je prendrai en arrivant à Ponteúia, parce qu'il n'y a que dalle à Outeiro. Ça me rapprocherait pour demain de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ma foi, ça ferait 4 ou 5 kilomètres de plus demain pour aller à Saint-Jacques. Donc en partant une heure plus tôt, ça le ferait bien quand même. Ouais, je sens que tout ça va se décider au bar. Bien, du coup, avec tout ça, je sais plus où j'en étais. Le mariage des filles de Théodoric. Et je parlais notamment d'Unéric, le fils de Jean Zéric. Jean Zéric, c'est lui qui fondera plus tard le royaume de Vandale en Afrique du Nord. Mais pour le moment, il est plus ou moins à coquiner avec Attila, à qui il sert de diplomate. En cette période sombre et agitée, le grand danger, ce sont les Huns. Pas les premiers Huns qui ont attaqué Toulouse avec les Romains, mais les deuxièmes Huns, les vrais Huns, les uniques. Ceux qui ont fondé une confédération avec des Ostrogoths, des Alains, des Alamans, enfin bref, toute une bande de joyeux soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire. Ça fait déjà quelques générations que cette bande de joaillerie écume l'Europe, jusqu'au jour où Attila arrive devant Lutèce. Et là, devant Lutèce, Attila hésite, parce que sur les remparts de la ville est apparu Ad Hidalgo. Et comme les chevaux d'Attila ont des flatulences un peu trop abondantes, il n'a pas de vignette critère. Enfin, pas la bonne. Donc, pas de bonne vignette critère, pas de Lutèce. C'était pas de Sainte-Geneviève, plutôt. Ça devait être Sainte-Geneviève. Bref, Attila évite Lutèce et se dirige vers Orléans. Et devant le danger que représente l'invasion des Huns pour l'Empire romain et les différents royaumes, les Wisigoths s'allient avec les Francs-Saliens ainsi que les troupes romaines d'Aetius. Et c'est ainsi qu'en 451, Attila se fait écraser à la bataille des Champs Cataloniques. C'est lors de cette bataille mémorable que Théodoric sera tué, et c'est son fils Thorismond qui lui succédera. Après la bataille des Champs Cataloniques, le royaume wisigoth est toujours un royaume fédéré à l'Empire romain. C'est en 466 que de royaume fédéré, il deviendra royaume autonome. Mais tout ça, nous verrons ça, pas demain, parce que demain c'est l'étape vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais peut-être après-demain. Puis de toute façon, il me reste 5 ou 6 kilomètres à faire, dont 2 en grosse descente, et puis 3 ou 4 en grosse montée. C'est vrai que la descente est raide.
j'arrive à Ponte Ulla. Et après, il va falloir que je remonte en face. Bon, je vais aller faire quelques courses au supermarché pour ce soir et pour le petit-déj de demain matin. Bien, j'ai fait quelques courses au supermarché. Du coup, le sac est plus lourd. Et j'ai laissé Marco et Gabriel qui avaient prévu de s'arrêter là. Et de toute façon, tous les hébergements sont complets. Donc je continue jusqu'à Outeiro, à l'auberge municipale, comme je l'avais prévu. Et je partirai demain avec 4 bons kilomètres d'avance. Et donc je vais m'arrêter dans un bar à Santiago avant la place devant la cathédrale pour qu'on essaie d'arriver ensemble. Et maintenant je vous retrouve à Outeiro parce que ça va tout le temps monter. Voilà, je viens de passer sous les 20 km. 19 km 900 exactement. Les voitures, elles, ont que 17 km à faire. Être riches. Fait chaud. Alors c'était pas super raide, par contre c'était long et c'était chaud. Et je ne devrais pas tarder à arriver à Outeiro, qui doit être à moins d'1 kilomètre. Si ça se trouve, c'est un monstre qui est là-dessous et qui avale les pèlerins quand ils font pas gaffe. Je vais faire un détour. J'arrive à Outeiro. Et là-bas, ça a l'air d'être la fête. Je viens de passer à côté d'une maison où ils font un barbecue à côté d'une piscine. Et moi qui vais manger mon plat tout préparé pour ce soir. Il ne reste plus qu'à trouver l'Albergue de Peregrinos, qui est moderne. Ça doit être le bâtiment qui est en face. Et voilà, à la fin de cette étape de 23 km et demi qui s'est bien passée. J'ai pris mon temps. Et là, il fait super chaud et je ne suis qu'à 16 ou 17 km de Saint-Jacques-de-Compostelle, que si tout va bien, je rejoindrai demain. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.